bonjour, bienvenue sur Diagonale. Et aujourd'hui, nous allons parler du tournoi du Cap d'Agde qui s'est déroulé juste avant l'Open de Corse et après donc le tournoi Ogovins où Judith Poliard a battu Topalov par 2-0. Et nous recevons pour parler de ce tournoi du Cap d'Agde et de beaucoup d'autres choses une des grandes stars des échecs français puisqu'il est présent sur la scène française depuis longtemps. Il a été secondant d'Anatoly Karpov, un des premiers grands maîtres français aussi, c'est Olivier René. Bonjour Olivier. Bonjour Stéphane. Alors effectivement, tu fais partie, on peut dire, de la première génération, un peu les chevaliers français qui ont un peu débroussaillé le terrain de la maîtrise des échecs. Ouais, les pionniers, on va dire. Les pionniers. Disons que les vrais pionniers, moi à mon avis, en France, en tout cas, Aldo Haïk avait déjà posé la première pierre puisque c'était le premier maître international. Oui. Donc il a ouvert la voie aux Français. Ensuite, il y a eu de nombreux Français. Moi, je me souviens, j'étais le 13e maître international. Donc déjà, oui. Ça, c'est un chiffre qui t'aura prouvé. Oui, c'est pour ça que je me souviens. Peut-être pas quand même. 13. Et donc ensuite, effectivement, je suis devenu un des premiers grands maîtres à une époque où il y avait deux choses qui n'existaient pas par rapport aux jeunes. L'appui par l'informatique était très peu utilisé. Oui, tu es devenu grand maître quand dans les fins des années 80 89-90. Voilà. C'est ça. Et la deuxième chose, c'est comme les Russes étaient encore chez eux, le mur de Berlin n'était pas encore tombé. On avait très peu de soviétiques, des joueurs de l'Est qui venaient, donc on était un peu livrés à nous-mêmes, sans entraîneur, comme ça. Oui, c'est ça, il n'y avait pas d'entraîneur étranger et il n'y avait que les livres. L'informatique n'existait pas. C'est tout, ça suffit a priori, mais bon, c'est une autre génération avec d'autres moyens et c'est vrai que maintenant, on a beaucoup de grands maîtres en France. Bon, c'est vrai que j'ai pu contribuer à démarrer quelque chose, j'en suis content. Ah oui, ça c'est clair. Voilà. Je crois que en plus, et puis tu as participé aussi au développement, tu as suivi l'aventure des premiers grands événements en France, le trophée Imopar notamment, voilà. tu étais commentateur de ce trophée. Au Théâtre des Champs-Élysées. Voilà, oui. Un grand événement, exactement, avec un grand spectacle, quoi. C'était une des premières fois où les échecs, finalement, étaient présentés comme un spectacle, avec la volonté d'en faire un spectacle. C'est-à-dire de mise en scène, de la musique, un cadre, et puis les grands noms. Et tout ça en partie rapide. Oui. Ça avait fait un peu grincer les dents. On disait oui, les parties rapides, c'est pas des échecs, ça. Mais en fait, on s'aperçoit maintenant que c'est pas parce qu'il y a des spectacles que ça empêche les parties longues d'exister. Oui, c'est deux choses qui vont très bien ensemble. Complémentaires, oui. Bien donc sûr. C'est des bons souvenirs, ça. Bien sûr. Et alors, donc, on peut dire, il y a un moment où je dirais, tu as presque eu, enfin, je sais pas, c'était peut-être un des summums de ta carrière quand même, c'est que tu as été choisi par Anatoly Karpov pour préparer son match face à Kasparov. C'est un honneur immense, ça. Oui, c'est sûr. Puis surtout une responsabilité. Oui, c'est-à-dire que c'est une chance, quoi, finalement, d'avoir été là. Je m'en rends plus compte maintenant qu'à l'époque. Ouais. Quand on est dedans, on fait des trucs et puis on fait 100%, on voit pas trop, quoi. Et c'est vrai que au niveau français, il y a deux joueurs qui ont été dans un staff de championnat du monde. C'est Joël Lautier avec Kramnik. À Londres en 2000, oui. Et contre Kasparov. Oui. Et donc moi contre Kasparov aussi. Donc ce qui est intéressant finalement, c'est de rentrer à l'intérieur d'un camp qui se prépare pour un championnat du monde. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est ça qu'on a envie de savoir, quoi. C'est dans la cuisine là, intérieure des grands maîtres, derrière dans l'arrière-cour, là il se passe quoi? C'est quoi la cuisine en fait? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais il y a la cuisine échiquienne. Vous étiez combien à notre époque, c'était assez bien compartimenté. Il y avait la garde rapprochée de Karpov, c'est-à-dire Zaitsev et Podgayets. Zaitsev qui est un très grand joueur, je crois qu'il a donné son nom à des variantes. Voilà, Zaitsev et Podgayets, c'est des joueurs qui suivent Karpov depuis les années 70, donc eux ils sont au courant de tout. Voilà, c'est les seuls qui sont au courant de tout. Oui, ils savent tout. Et presque tout, parce que Karpov, il dit pas toujours ce qu'il veut faire. Donc il y a que Karpov qui sait tout. En dessous, il y a la garde rapprochée. Puis après, il y a d'autres éléments. Donc moi, je faisais partie des éléments qui venaient des pays de l'Ouest. Oui. Avec moi, il y avait Henley, qui était aussi un ami de Karpov. Bon, on avait la chance à cette époque-là un des éléments phares de son équipe, c'était Lajos Sportić, qui avait donné pas mal d'idées dans les ouvertures. Et puis il y avait deux jeunes, il y avait Alexei Kouzmin et puis il y avait aussi un autre joueur russe
dont j'ai oublié le nom là tout de suite. Voilà. D'accord, ouais. Donc en fait la cuisine c'est quoi? C'est que Karpov c'est quelqu'un qui a joué de nombreux championnats du monde. Oui. Donc c'est toute une organisation. Vous avez les parapsychologues, les cuisiniers, le professeur de tennis. Voilà, D'accord. c'est beaucoup de monde en fait. C'est Bien beaucoup sûr. de monde pour une organisation ultra professionnelle. Voilà. D'accord, mais alors, Et ça on peut pas le connaître. Parce quel que était c'est- ton rôle là-dedans? Notre rôle c'était purement technique. Voilà, on avait des variantes à regarder, donner le jugement, tac, on allait voir Karpov prenait le résultat, disait là ça va pas, maintenant vous faites autre chose, voilà. Donc on a deux boulots à faire, on le fait, ensuite on doit rendre compte et ensuite on voit ce qu'on peut améliorer, on fait des réunions entre nous, etc. Voilà. Donc c'est le boulot à l'époque, il est essentiellement un travail d'ouverture quand même. Alors, Voilà. juste, non, c'est rien, c'est un téléphone qui sonne, c'est pas grave, ça Donc, va s'arrêter. Voilà, le travail du secondant, techniquement, tel que moi je l'ai fait, c'est un travail d'ouverture essentiellement. D'accord ce qu'a fait aussi Lotier avec Kramnik, c'était aussi beaucoup de préparation dans les ouvertures, beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail en avance et pendant, quoi. Voilà, D'accord. sachant qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les bases de données. Ça Donc, change tout. ça veut dire que Karpov savait en gros donc les grandes variantes que lui voulait analyser, que ce soit avec les noirs, avec les blancs face à Kasparov. C'est lui qui donnait ces indications-là. Et qu'en fait, toi, tu étais donc en bout de chaîne un des grands maîtres qui analysait un certain type Voilà. comme ça, Lui, de- il sait ce qu'il va jouer. il sait ce qu'il va Et jouer. c'est le seul Oui. qui sait ce qu'il va jouer. Ouais, c'est ça, il le le dit lendemain, pas, il le dit pas, bien sûr. personne Il ne le dit sait. pas, bien sûr. C'est lui. Et il doit avoir des discussions avec c'est ça que j'appelle sa garde rapprochée, qui le connaissent depuis longtemps, où il leur soumet l'idée. Mais je pense que même certaines parties, il n'y a que lui qui sait ce qu'il va jouer le lendemain. D'accord. Personne ne sait. Par contre, il a tout un travail à sa disposition et il choisit d'après son expérience, d'après sa forme du moment, d'après ce qu'il pense être le meilleur choix. Voilà. D'accord. Donc c'était très enrichissant pour savoir comment se préparer finalement. Ça a dû te servir pour ta propre préparation aussi, peut-être. Oui, non, mais c'est oui, Ton organisation. C'est comme je dis, bon, par exemple, aux personnes qui connaissent pas bien les échecs, c'est comme si vous êtes un jeune musicien et vous allez avec Miles Davis Oui. enregistrer, être pendant 2 mois immergé dans une maison à faire du jazz. Bon, voilà, on a tout de suite tout compris. Quoi. Ouais, c'est Ce ça. Karpov, ça fait partie des grands Bien sûr. joueurs d'échecs. Ça, c'est... Donc quand il donne une indication de quelque chose qui ne va pas dans le travail qu'on a fait, bon, c'est quelque chose qui reste longtemps, quoi. Ouais. Bon, puis en plus, c'était en France, C'était et en à- même temps, c'est un championnat du monde, Bien donc sûr. c'était totalement passionnant. C'est vrai qu'à cette époque-là, Karpov était en dessous par rapport à Kasparov, qui avait déjà pris l'ascendant. Oui. Donc, Ouais. c'était pas aussi serré et incertain que les championnats qui avaient eu lieu quelques années avant. Oui, notamment celui de 87 qui a failli tourner à la fin. Voilà, de il faut Karpov, savoir quand même qu'ils ont joué plus de 165 parties ensemble, donc en match. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, effectivement, ça fait beaucoup. Et alors, donc aujourd'hui, tu t'es un peu maintenant orienté vers l'entraînement. Hein, donc tu entraînes des jeunes joueurs ou des jeunes maîtres aussi. Je crois Oui. que tu as été entraîneur de... Je vais peut-être dire une bêtise, mais de Maxime, non? Non, mais disons que je l'ai eu quand il avait 10 ans. Voilà, Moi, Maxime je- Vachier-Lagrave, maintenant, il est ouais, suivi c'est ça. plutôt par Arnaud Oui, Auchard, oui. et puis par lui-même surtout. Bien sûr. Maintenant, il est devenu très fort. Non, moi, disons que j'étais membre de l'équipe de France, donc j'étais grand maître, donc j'ai continué dans l'équipe de France. J'ai essayé de jouer au plus haut niveau français dans toutes les compétitions internationales jusqu'à peu près 98. Oui. Voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé petit à petit à m'orienter vers le métier d'entraîneur. C'est une suite logique. Hein, C'est une suite logique. En même temps, il y a des grands maîtres qui n'aiment pas du tout enseigner. Moi, j'avais cette double casquette. J'ai toujours aimé commenter, enseigner, parler des échecs. Et finalement, c'est quelque chose de passionnant pour moi. Bon, alors donc, c'était logique, quoi, quelque part. Et un dernier point, tu as appris les échecs tard. J'ai Parce que tu as appris à les- 15 ans, je crois. C'est Ouais, ça. un petit peu avant, 12-13 ans, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est relativement tard. Si on regarde les champions du monde qui ont appris à 4 ou 5 ans, qui ont commencé à apprendre, voire ou Bobby Fischer, on sait que c'est vers 7 ans aussi qu'il a commencé, donc Mhm. c'est relativement tard aussi. Oui. Oui. Et ça t'a pas empêché d'atteindre un très Non, haut d'ailleurs, niveau. bon, j'ai atteint un très haut niveau, mais bon, tout à fait, franchement, j'ai jamais réussi à atteindre le niveau d'Étienne Bacrot, etc. Et
disons que j'ai payé un peu aussi les pots cassés du fait que j'étais un peu un pionnier et que voilà. Ah, mais ça, c'est les pionniers. C'est toujours On n'a comme pas, ça, hein, on est monté et puis à un moment on s'est arrêté parce que les bases étaient peut-être pas assez. les bases sont pas assez solides, bien sûr. Bon, Aujourd'hui- c'était déjà pas mal. Ouais, aujourd'hui, on a en France une trentaine de grands maîtres, 25, 30. Tu sais pas trop Oui, à peu exactement. près. Ouais, Voilà, entre 20 et 30 à peu oui, près. c'est ça. Donc c'est beaucoup, puisque je me rappelle effectivement les années 80 quand on en avait un, alors là c'était déjà génial. Aujourd'hui, maintenant c'est devenu presque, on trouve un grand maître au coin de la rue quasiment. Peut-être pas quand même. Non, quand même pas. Donc effectivement, c'est que 20 ou 30 grands maîtres en France pour à peu près donc, plus de 50 000 licenciés. Voilà. Et on peut considérer plusieurs millions de joueurs loisirs hein, en France. Hein, C'est 3 à 4 c'est millions ça. de joueurs loisirs. Sans aucun doute. Alors on va parler aujourd'hui, Olivier, du tournoi du Cap d'Agde que tu connais bien puisque tu l'as commenté dans les années passées. Oui. C'est un tournoi qui est organisé et financé donc par le CCAS, Comité d'entreprise d'EDF, qui propose une partie spectacle avec des stars. Donc il y a notamment Karpov est venu cette année. On a vu aussi Étienne Bacrot était là. Il y avait Magnus Carlsen, notre nouvelle star mondiale des échecs. Norvégien qui maintenant a 16 ans je crois et qui a été plus jeune grand maître du monde, qui est extraordinaire ce Garcen. Alors décidément, 16 ans, il fait déjà partie presque du top 20. Oui, on dit de lui que c'est le nouveau Fischer. Ouais. Voilà, on va attendre. Hein, On va attendre un peu, ouais, mais c'est vrai qu'il a l'air costaud. Hein, disons que dans le tournoi, la liste des participants, on peut voir différents aspects des échecs qui peuvent attirer les spectateurs. Donc les anciennes gloires. Oui, Karpov. donc Karpov, Donc, il sûr. faut savoir que Karpov joue presque plus à l'heure actuelle, il joue plus beaucoup, il joue quelques rapides où il reste quand même assez redoutable, mais sinon il s'est un peu plus Il consacré. n'y a pas beaucoup d'anciennes gloires. Ouais, Il y en a les qu'une, anciennes gloires, il n'y en a qu'une, mais Il y en elle a est de qu'une. taille quand même. Et encore, on peut même pas dire de Karpov sur une On ancienne a, gloire parce qu'il joue toujours à un niveau exceptionnel. On voit qu'on a été invité les meilleurs joueurs français, Oui. donc enfin les meilleurs, disons très prometteurs, Laurent Fraissinet, Étienne Bacrot et Maxime Vachier-Lagrave. Ah, c'est les meilleurs, ils font partie On des a 5 un premiers. plateau de jeunes femmes très fortes, hein, très très fortes, qui sont tous des grands maîtres masculins avec. Alors non, on ne dit pas grand maître masculin, on va pas dire ça. Bah, on Pour est des bien femmes. obligé parce grand que maître toute catégorie. toute catégorie, Toute bon, on va catégorie, dire ça. voilà, c'est mieux quand même parce que C'est un peu. peut-être Non, une mais fille qui c'était a pas le grand de maître masculin. ma part, bon. Non, mais on c'était un peu comprend. maladroit. On voilà. comprend parce que c'est. Et puis on a les très grandes stars internationales jeunes qui sont Bien maintenant sûr. Radjabov, Bien sûr. Karyakin et Carlsen. Donc sur le plateau sont réunis les trois meilleurs jeunes, à part Étienne, Oui. à peu près les plus prometteurs. Je pense que c'est les meilleurs. Donc c'est pour ça que le plateau est tout à quand fait. même. Ouais, C'est-à-dire que Je crois dans qu'on- cette liste, Oui. à mon avis, on ne se trompe pas si on dit on pourrait peut-être rajouter un joueur comme Amediarov, mais qui est déjà un peu plus âgé. Si on ne se trompe pas, je pense si on dit qu'un des trois sera champion du monde. Oui, c'est ça. très très probable. Voilà, Ouais, c'est probable. on Et est- qu'ils vont faire des matchs même entre eux probablement plus tard. Oui, c'est tout à fait Voilà, possible. c'est la relève. On peut voir des surprises arriver, notamment de pays émergents comme la Chine ou l'Inde, qui mettent quand même le paquet, on le voit de plus en plus, où on peut très bien voir surgir un génie aussi assez rapidement. Par exemple, chez les femmes, on peut noter qu'il y a une jeune chinoise là, de 12 ans Ah oui. qui est exceptionnelle. Hein. Eh oui, moi je l'avais vue quand elle avait 10 ans déjà. Et j'avais été la voir et je lui avais dit qu'elle serait championne du monde. Mais je lui avais pas dit femme ou homme. Mais est-ce qu'elle a le niveau des jeunes garçons? Elle a plus que le niveau, parce Voilà, c'est qu'elle a ça. 12 ans, elle a déjà 2500. Donc Elle peut très s'appelle bien. Wu Yifan. Est-ce que c'est Je sais pas si je possible prononce Est-ce bien. qu'Olivier, est-ce que tu penses On voit bien que dans le monde général, hein, on va sortir un peu du monde des échecs, mais de plus en plus, les femmes prennent le pouvoir, que ce soit économique ou politique. On le voit. Hein, en politique, on peut parler de Hillary Clinton, par exemple, aux États-Unis, d'Angela Ouais. Merkel. Bon, on voit en France avec Ségolène Royal. Au niveau même économique, on voit de plus en plus de femmes à la tête des grandes entreprises. En France, on a par exemple Anne Lauvergeon qui dirige Areva. Il y en a d'autres aussi dans le monde. Aux échecs, il y a Judith Polgar évidemment qui a été la pionnière. Voilà. Bon, mais elle est au top. Mais derrière, ça pousse. Je veux dire, maintenant, on a des grands maîtres féminins qui arrivent tout proche de la barre des 2006. Donc ça y est, qui rentrent dans le top 100, toute catégorie. Mais je veux dire, autant que Judith, c'était une météore, autant là, ça a l'air de venir du bas avec beaucoup de monde, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de grands maîtres féminins déjà au-dessus de 2005. Et donc, on peut supposer que d'ici 3-4 ans, il y en aura quelques-unes au-dessus de 2006. Je crois que les Chinoises ont mis Et la les barre Chino- très et haute les parce Chinoises. que bon, les Chinoises, elles arrivent en paquet, si vous voulez. D'ailleurs, il y en a une là, ici, Xiao Xu, qui Donc ils ont, il y a Zhao Xu, il y a Wu Yifan qui n'était pas présente au Cap d'Agde, mais
le public français a eu l'honneur de voir pendant le match France-Chine qui a eu lieu à Paris au mois de septembre. Elle était là. Oui. Donc parmi effectivement Judith Polgar à son époque c'était vraiment une exception quoi. C'est toujours toujours. Elle est toujours moi je serais pas étonné que d'ici quelques années on ait 10-15 femmes au-dessus de 2650. Voilà. Donc, peut-être une femme championne du monde, pourquoi pas? Est-ce que c'est possible? De toute façon évidemment que c'est possible. Non mais est-ce que c'est possible dans les 10 ans? C'est ça la question, parce que ce soit possible c'est clair, mais dans les 10 ans oui, pourquoi pas. Oui, fan, pourquoi pas. Donc à voir en tout cas. Alors autant je pense que... Pour l'instant, c'est pas encore mûr, elles sont mais dans les 10 ans, 10-15 ans, ouais. C'est possible, voilà. En tout cas. Enfin, en tout cas, on peut l'imaginer. Autant les hommes-machines, les matchs, je vais y arriver, les matchs hommes-machines ont fait beaucoup parler des échecs au niveau mondial. On se rappelle de Kasparov, Diblo, etc. Ouais. Mais alors, s'il y avait un match homme-femme en finale de championnat du monde, ça serait tout à fait aussi intéressant. Je pense que vraiment, ça passionnerait tout le monde, quoi. Oui. Il y aurait vraiment des discussions dans les foyers. Est-ce que les femmes sont plus intelligentes que les hommes? Oui, non. Mais enfin, en tout cas, là, il y aurait quelque chose de clair, quoi. Parce que mais en tout cas, on approche de plus en plus de ça. En tout cas, on voit là, avec les échecs, il y a ce baromètre de compétition qui permet de juger cette progression. Oui, le problème, ce que les auditeurs doivent comprendre, c'est qu'en fait, si les jeunes femmes n'étaient pas aussi nombreuses, c'est que dans les clubs, il y avait que des hommes, quoi, tout simplement. Oui. Donc on ne rentrait pas, c'est un monde masculin. Je crois que le pourcentage en France, c'est de l'ordre de 2%. Ça a monté. Donc je pense qu'il y a déjà un effort. Il y a Marie Sebag maintenant en France. Voilà, pour que ça marche, il y a d'un côté des jeunes femmes qui ont la volonté pour tenir et s'entraîner comme tout le monde, et puis aussi de la volonté des clubs. On voit en France, par exemple, de plus en plus d'encouragement pour les échecs féminins. Alors, il y a un handicap, ça c'est à mon sens, c'est que on ne voit pas pourquoi aux échecs il y aurait des compétitions féminines et masculines. Ouais. Alors, pour l'instant, ça c'est à mon sens. Alors, pour l'instant, ça reflète c'est peut-être mieux que... Mais ça c'est un débat qui... Oui, non, mais sur le fond, on voit bien que Judith Polgar, d'ailleurs, joue pas chez les femmes. Donc sur le fond, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, mais en attendant que les femmes atteignent le niveau des hommes, je crois que c'est aussi normal pour l'instant que ça soit... Mais je pense que quand il y aura un pourcentage de femmes important dans les compétitions mixtes, je dirais, on laissera tomber les compétitions féminines. Ouais. Voilà, c'est un point de vue. Moi, le mien est un peu différent au sens où je crois que finalement, ça les dessert de jouer. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a les compétitions filles et les compétitions mixtes. Bon, voilà. Donc en fait, les filles, elles sont bien contentes de gagner les compétitions filles. Oui. Et elles sont très contentes de gagner. Et finalement, elles n'atteignent jamais. Elles sont contentes de leur niveau qui est pas très fort. Oui. Je parle pas des exceptions. Aujourd'hui, mais qui monte. Bon, voilà. Ça, c'est un petit... Après, mais ça les empêche pas de faire des compétitions... si elles étaient dès le départ habituées à faire les compétitions mixtes, à mon avis, ça accélérerait considérablement. Oui, mais c'est peut-être elles-mêmes qui veulent pas le faire aussi. Hein. Donc voilà, parce que c'est ouvert, de toute façon, c'est ouvert. Donc bon, en attendant que le niveau... Mais je crois, moi, que le niveau va... par exemple, Marie Sebag ne joue qu'avec les garçons. Qu'avec les garçons, tout à fait. Et elle joue très bien. Donc toutes les filles qui sont fortes ne jouent qu'avec les garçons. Alors, on va voir aujourd'hui, sur ce tournoi Cap d'Agde, qui est fait sous une manière spectacle et aussi qui invite plein de joueurs à faire des Open, à droite à gauche, donc que tu as déjà commenté. Donc on l'a dit. La finale, on va voir la finale, enfin une partie de la finale. Une partie de la finale qui s'est jouée. Donc c'était des matchs. Alors il y avait des poules au départ. Voilà. En gros, on peut dire que les favoris sont qualifiés. Et d'ailleurs, ce sont les jeunes qui sont arrivés en finale, les jeunes stars. C'est Radjabov qui joue la finale face à Karyakin. Donc on peut dire que c'est deux grandes méga stars jeunes dans le monde. Ces jeunes joueurs ont moins de 20 ans et sont déjà dans le top 20 mondial, quoi. Hein. Oui, mais Radjabov c'est 2729. Et classement 2006, ça a dû encore augmenter. Et donc Karyakin, il est à 2690, je crois, maintenant. Voilà, donc il est dans le top 20. Voilà. On peut regretter qu'Étienne n'est pas confirmé sur ce tournoi-là. Ouais, Étienne, il a été éliminé par Radjabov. Voilà. Donc voilà, bon, sinon il était dans les tout premiers, quoi. Et Radjabov qui voulait jouer un match championnat du monde face à Topalov. Le seul truc qui s'est fait que ça s'est pas fait, c'est que Topalov a perdu face à Kramnik. En fait, ils n'avaient pas prévu ça. Ça, je savais pas. Ils n'avaient pas prévu ça, mais si, ils voulaient... parce qu'il y a une nouvelle règle qui prévoyait qu'on pouvait défier le champion du monde si on amenait $1 million de prix. Voilà. Donc on va... alors en attendant, il a eu sa finale face à Karyakin, notre ami Radjabov.
Voilà, et on voit sur cette partie-là, donc la partie où Radjabov a les blancs face à Karyakin, qui est la deuxième partie du match. Radjabov a les blancs. Donc E4 au premier coup, Olivier. Donc ça, c'est un coup. Est-ce que tu connais le répertoire Radjabov? Il joue. Oui, mais Radjabov, en fait, c'est un joueur qui travaille avec d'autres grands maîtres, mais on a un grand maître français qui travaille énormément avec Radjabov, qui s'appelle Igor Nataf, et qui est pourvoyeur d'idées dans les ouvertures tout à fait formidable. Donc là, c'est du très très haut niveau, hein. Et donc, très souvent, quand vous allez voir les ouvertures de Radjabov, il y a la petite patte de Nataf qui traîne. Alors, on va voir ça. Alors, C5, Karyakin, sicilienne, classique. Voilà, on est en partie rapide, il faut le rappeler. Oui, alors il faut préciser que Radjabov, il a des répertoires partie rapide et des répertoires partie lente. Il ne joue pas forcément la même chose. Oui, mais ça se comprend d'ailleurs. Hein. Voilà. Parce qu'en partie rapide, on peut jouer des variantes peut-être plus risquées, mais on a moins de risques, entre guillemets, puisque... D'une part, et puis aussi, ils veulent garder les nouveautés, c'est du travail, donc ils veulent aussi garder des choses importantes pour des matchs ultérieurs. Pas bête. Pas bête. Pas Quand on voit ces cartouches. la difficulté de trouver des choses nouvelles maintenant, ça demande beaucoup de travail, donc ce serait un peu gaspillé. Exactement. Mais là, il va montrer quelque chose de nouveau, justement. Voilà, donc D6, ici, on est dans une... alors, qu'est-ce qui se passe? Non, il faut que je l'éteigne, mon portable. Attention, non, mais tu as un micro. Ouais, il est Donc on va attendre, dans ma veste. On va attendre, c'est pas grave. J'aurais dû le Alors- couper, je vais l'éteindre après. Alors, D6, ici, oui, alors donc c'est la sicilienne c'est la classique. sicilienne classique, et D4. pion prend, cavalier F6, donc classique, et après cavalier C3, A6, on est dans la fameuse... tu vas nous le rappeler le nom, parce que là je l'ai La perdu. sicilienne Najdorf. La Najdorf, voilà, j'ai un petit trou. Voilà. Classique, on l'a déjà vu plein de fois dans Diagonale notamment. Voilà. Donc c'est classique, c'est le petit coup qui est la petite pointe, on contrôle la caisse B5 pour jouer B5 plus tard dans la partie et se libérer souvent avec fou B7 derrière. On va voir la suite. Alors fou G5, Alors, fou G5, c'est un choix déjà. Oui, déjà, c'était ce qui était considéré à l'époque, dans les années 70, comme ce qui pouvait mettre en danger La conception la noire. conception noire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un retour maintenant. On revisite les anciennes variantes Oui, en essayant, avec le travail, de trouver des choses qui remettent en selle des trucs qu'on croyait arrêter. bien sûr, bien sûr. Donc, fou G5, c'est une arme ultra dangereuse. Et comme l'a fait Kramnik avec la défense de Berlin. Voilà, par exemple. Ouais. Bon, lui, il est remonté carrément en arrière. Hein, Ouais, il est carrément remonté au 19e, Voilà. siècle. Ouais. Alors fou G5. Donc on va voir dans cette partie que Karyakin choisit. E6. Il faudrait que je coupe mon portable. On a un problème, on a un portable qui sonne, on a oublié de le déconnecter. Enfin, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors E6, ici, donc la Tu veux- classique, petit centre normal pour les Oui, pour les c'est noirs. classique jusqu'ici. On 6 développe, c'est normal. y a rien à dire. F4, logique aussi. F4, l'idée c'est de mettre évidemment la dame en F3 et de faire le grand roc On le peut plus mettre rapidement possible. La dame ici et mettre le pion ici pour éviter de bloquer le pion derrière. Voilà. Ensuite, on va faire le grand roc. Et ensuite on développera soit avec G4, G5, soit avec fou D3, tour H1. Voilà. Voilà. Donc le problème, disons que la vente problématique ici, c'est la vente du pion empoisonné. Et bien, on va le voir, la fameuse variante que jouait Bobby Fischer, Voilà, la variante Dame B6. toujours d'actualité. qui pose une problématique ici tout de suite sur le pion B2. Alors, les noirs, en fait, dans la plupart des variantes du pion empoisonné, se retrouvent à avoir joué 1, 2, 3, 4, 5, 6 coups de pion et 3 coups de dame pour aller prendre un pion, B2. Voilà. Et donc, ce qui est incroyable, c'est que c'est un défi aux échecs finalement, parce qu'on donne 6 coups de développement pratiquement Pour un pion. pour un pion et on n'a jamais réussi à le réfuter. Oui. Donc, Alors, il y a eu quand même peut-être la partie la plus célèbre hein, là, sur cette variante-là. On va quand même voir la suite parce que c'est Ouais, ce ouais. qui a été joué. Dame D2. Donc, on laisse le pion en prise On laisse pour le pas pion perdre de B2. temps. Et après, Dame prend B2, on dit que c'est un pion empoisonné, puisqu'après tour B1, on gagne un temps sur la Dame qui va à A3. ouais, Et là, tout le débat démarre ici. tout le débat démarre ici. Et on a eu la partie peut-être la plus célèbre, c'est la fameuse partie Fischer, Spassky-Fischer exactement, en 72, le championnat du monde, qui est une des seules parties que Fischer a vraiment perdu de ce match-là, on peut dire, hein, puisque les autres parties perdues, une par forfait, et l'autre sur une erreur un peu bête de sa part.
la seule partie perdue, qui était une grosse préparation soviétique avec les Blancs face à cette variante qu'affectionnait Fischer. Donc, qui était un peu une variante que finalement Spassky a gagné plutôt à l'analyse chez lui que sur l'échiquier. Oui. Bon, on ne sait pas où ça s'arrêtait. Disons qu'il allait développer les tourbillons, plutôt la conception avec cavalier B3. Mais dans la variante avec tourbillon, justement, le coup E5 choisi par Radjabov. Voilà, E5 choisi par Radjabov. C'est pendant longtemps ce qu'on a cru qu'il réfutait, qui était en mesure de réfuter. Puis l'expérience a montré que les Noirs sont sans arrêt en train de courir après. S'en sortent. Voilà, ouais. donc. Ici, on peut avancer, on va voir. Alors, pion prend D5, pion prend E5, pardon. Pion prend E5, le cavalier est attaqué, il faut le bouger. Cavalier donc, D7. Si on regarde un petit peu la position, on voit que bon, les Blancs ont plus que joué fou C4 et petit roc. Alors maintenant, par exemple, fou C4 et petit roc. Et n'importe quel débutant trouverait cette position complètement injouable. Complètement jouable pour les Noirs, puisqu'ils n'ont rien développé. Il y a que développé contre 1, 2, 3, 4, 5 pièces et bientôt le petit roc. Ça fait beaucoup de pièces en jeu avec beaucoup de menaces potentielles. Voilà. Donc ici, il y a de nombreux coups qui ont été utilisés. Le coup fou C4 étant le coup qui était pendant longtemps considéré comme le plus dangereux. Et puis... il y a le pion E5 en prise. Voilà, alors on donne tout, hein, évidemment. On donne petit tout, roc, c'est la totale. Hein. On donne tous les pions. On donne tous les pions, les pièces, voilà. D'accord. Et là, on apprend d'ailleurs aux élèves que dans une position comme ça, un débutant peut battre un grand maître, justement. Oui. Parce qu'il peut mater quelqu'un au milieu de l'échiquier. Voilà. Ouais, bien sûr. Donc c'est très dangereux. Très dangereux à jouer, ouais. Voilà. Mais faut quand même avoir le sens de l'attaque. Hein. Parce qu'il ne faut pas perdre de temps. Faut pas perdre de temps. Alors là, il choisit une variante, la variante Toulouche, avec cavalier E4. Cavalier E4. Donc les Noirs jouent ce qui est considéré comme le meilleur coup. H6, encore. H6, considéré comme le meilleur coup sur ce coup-là. Alors, on va voir, le fou doit aller en H4. Alors, pour garder le contrôle de la diagonale. Pour garder le contrôle de cette diagonale. Et Karyakin choisit de rentrer dans la ligne qui était considérée comme la meilleure. Alors, sans doute, je t'arrête juste Olivier, sans doute, donc l'idée notamment, c'est que si cavalier prend E5, on peut jouer par exemple cavalier voilà, B5, attaque la dame, le cavalier est en prise. Oui, et si on prend... Mais il y a dame D8 mat qui menace. Exactement. Avec le fou. Voilà l'idée de garder le contrôle de la diagonale. Ça empêche cavalier E5. Voilà, par exemple. On pourrait peut-être trouver aussi d'autres découvertes tout aussi intéressantes. Alors là, il a choisi dame prend A2. Oui. Alors ça, c'est toujours répertorié par la théorie. Donc c'est toujours théorique. Oui, donc on voit que ces jeunes joueurs connaissent sur le bout des doigts. Hein. Voilà. Et une des idées, c'est que sur, par exemple, le coup qui était considéré ici comme le coup le plus dangereux, c'était tour B3. Voilà. Et c'est justement le GMI Igor Nataf qui a mis au goût du jour le coup tour D1, qui, ma foi, a l'air aussi complètement naturel, puisqu'on ne délaisse pas la première rangée et on crée des menaces aussi sur la colonne des potentiels. Voilà. D'accord, on va voir ça. Donc on voit Radjabov qui reprend une idée d'Igor. J'avais vérifié et ça avait été joué en 2002. D'accord. Voilà. Par Igor. Par Igor. Voilà. Donc ceux qui doivent se préparer contre Radjabov feraient bien de regarder les parties d'Igor aussi. Et à mon avis, Karyakin est tout à fait préparé ici. Hein. Il n'arrive pas sans biscuit, comme on dit. Ouais, il n'arrive pas sans biscuit, d'accord. Bon. Donc là, le coup principal, je pense que c'est cavalier C6. Ici, le coup principal, normalement, c'est cavalier C6. Voilà. Mais ici, il choisit de jouer dame B2, donc il avait son idée avant la partie. Dame B2, donc c'était une autre idée. On va voir la suite. Il menace bien sûr fou B4, qui est relativement pénible parce que ça force. Après C3, on est obligé d'échanger les dames. Par exemple, imaginons que les blancs jouent un coup... comme fou C4. Comme fou C4, par exemple. Voilà. Il y aurait fou B4 et là... Fou B4, on voit que la dame est clouée, ici. La dame est clouée sur le roi. On est forcé de jouer C3. Il faut jouer C3 et ça échange les dames. Échange des dames et donc là... Très difficile d'attaquer sans les dames. On n'a pas d'attaque et on a 2 pions de moins. Ouais, on n'a plus qu'à jouer fou E7 et la partie est mal engagée. Mal engagée, oui, tout à fait. Donc dame B2, dame E3. Donc pour éviter ce fou B4. Voilà. Donc sur fou B4 échec, maintenant je jouerai tout simplement C3. Quoi. C3, qui est un coup utile. Qui gagnerait du temps. Voilà. Qui gagnerait du temps. Alors, donc c'est pourquoi fou C5 est joué. Donc ça cloue un petit peu ce cavalier sur la dame. Hein. Donc là, ça peut menacer peut-être cavalier C6. Voilà. Pour augmenter la pression sur ce cavalier. Donc là, fou E2. Fou E2. Et effectivement, cavalier C6. Cavalier C6 est joué. Voilà. Attaque
une fois, 2 fois, 3 fois avec la dame. Donc il y a tout à fait, il y a menace de gain de pièces. Donc ça force le coup suivant des blancs, qui est le coup C3. Voilà. Ici. C3, donc il consolide ici le cavalier, ce pion étant bien protégé à la fois par la dame et par le cavalier, il n'y a pas de souci. Donc là, alors encore un coup de dame de la part des noirs. J'ai un peu des doutes sur ce coup de dame. Ah voilà, alors là les noirs auraient peut-être dû, peut-être il est temps de roquer, je sais pas. Est-ce que les noirs, parce qu'il y a une autre possibilité ici qu'un joueur de Najdorf se doit de regarder, ce serait, mais ça ne marche pas ici. Est-ce qu'on peut jouer le coup cavalier prend E5 par exemple? Celui-là, ce cavalier ou l'autre? Celui-ci. Si on joue l'autre, à ce moment-là, on va se heurter très probablement à la réplique cavalier prend C6, en laissant la dame en prise. On laisse la dame en prise du fou, mais c'est si pas grave. prend dame, on voit l'éternelle menace de tour D8 mat. Et là, on voit bien l'idée de tour D1. Toujours avec le fou et le cavalier d'ailleurs. Voilà. Et si on prend avec le cavalier, alors dame prend C5. Et là, on gagne le fou. Voilà. Donc ça, c'est la petite... Voilà. Donc ce coup n'est pas possible. Ce coup ici n'est pas possible. Alors peut-être une possibilité, tout simplement, c'est échanger. Alors si on échange, les blancs vont prendre du pion. C'est vrai que... Cavalier prend D4. C'est vrai qu'après pion prend D4, les noirs peuvent gagner un temps jouant fou B4 échec. Par exemple. Fou B4 échec. Après un coup comme roi F2. Bon, F2 bien sûr, pour lier les tours. Hein. Ça fait très peur parce que maintenant on menace par exemple tour B1, et puis tour prend B4 et cavalier D6. Tour B1 avec le fou derrière. Voilà. Et puis il y a le cavalier qui peut peut-être en D6 si le fou est pris. Enfin, il y a beaucoup de menaces, quoi. Alors surtout au niveau de la conception. Normalement, quand on prend ce pion du centre, le pion B2, les noirs en fait ont un très fort centre et le pion E5 est faible. Alors qu'ici, le pion E5 est bien protégé. Donc les deux pions, en fait, de plus, sont B7 et A6. Ouais. Et avant qu'on se serve de ces pions, on a largement le temps de se faire mater. Oui, c'est ça. Et tant c'est des pions de finale, ça. Voilà, tant qu'on ne peut pas, je dirais, contre-attaquer directement sur le centre, en prenant ce pion E5, à ce moment-là, ça va mal se passer. Les blancs ont beaucoup de temps pour construire leur attaque. Donc c'est la clé de la position. Voilà, donc l'échange en D4 serait une erreur. Ce serait une erreur positionnelle en fait. Voilà, il faut laisser ce pion faible. Voilà. Voilà, d'accord. Donc on va avoir le coup dame à 3 finalement. Dame à 3. Alors bien sûr, il menace peut-être toujours un peu la même chose. Mais là, il veut échanger et échanger les dames. Exactement. Voilà. Là, en fait, il y a même une menace, la dame n'est pas protégée. Alors donc, par contre, il y a quelque menace. chose qui est inquiétant, c'est que sur cavalier prend D4 ou fou prend D4, on peut tout à fait, à mon avis, là j'ai pas vu la suite de la partie, mais sacrifier tout simplement la qualité avec tour prend D4, déjà. Et pour les cases noires, c'est pas grand chose d'avoir cette qualité en moins. Imaginons petit roc. On peut très bien imaginer, par exemple sur cavalier prend D4, qu'on va jouer tour prend D4, sans aucun problème. C'est ce qui a été joué d'ailleurs, petit roc. Alors sur cavalier prend D4, on jouerait tour prend D4, c'est l'idée. On peut imaginer tour prend D4, effectivement, pour pas reprendre du pion et avoir. D'ailleurs, la dame serait en prise. Et sur fou prend, on fait dame prend. Dame prend. Alors, évidemment, tout se joue sur les cases noires. Alors, une des grandes difficultés des noirs... On voit que les cases noires sont protégées, sont attaquées par toutes les pièces blanches, le pion, le cavalier, la dame maintenant qui est aussi sur case noire, et puis la tour est en jeu sur F7 aussi. Ça fait beaucoup de choses. Beaucoup, et on pourrait croire qu'il suffit finalement de faire petit roc et de s'échapper, mais quand on fait le coup petit roc, il n'y a plus beaucoup de défenseurs sur les cases noires et on va pouvoir attaquer avec cavalier F6 échec et fou prend F6. On peut sacrifier ici. Ouais. On a toutes les préconditions pour qu'une attaque marche, le surnombre, les faiblesses, on a tout ce qu'il faut. Et on voit les spectateurs, la tour A8 et le fou C8. Exactement. Qui vont se garder des spectateurs. Effectivement. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils ne jouent pas, ils n'ont pas d'activité dans la partie. Donc là, petit roc. Petit roc et voilà. Et maintenant, c'est parti. Évidemment, classique. Et là, c'est l'attaque. Tout à fait normal. C'est déjà l'attaque tout de suite. Donc c'est la même configuration. Hein. Il a simplement fait petit roc tout de suite. Il n'a pas pris la qualité ici. Ouais. Et là, on est dans la même configuration. Cavalier F6 échec. Tout à fait normal. Tout à fait. Donc j'avais pas vu cette partie. On n'a pas peur de la prise du pion apparemment. Pion prend, j'aurais fou prend tout simplement. Donc imaginons sur pion prend. Eh bien tout simplement. J'aurais tendance à dire pion prend. Soit pion prend, soit fou prend. Pion prend. Et on voit que le pion H6 est faible. Par exemple, sur pion prend, on menace déjà dame G3 échec, par exemple. On menace dame G7 mat. Ici et mat. Et on menace aussi dame prend H6. Et on menace
on menace effectivement en même temps, on menace effectivement dame prend H6 avec mat ici qui est à suivre. Voilà, donc si le roi ne peut plus s'échapper. Et puis il peut pas s'échapper, puis on voit très bien que la tour peut venir à la rescousse très vite en plus, aussi. Donc c'est très difficile à défendre. C'est indéfendable. Et alors, si les noirs jouent roi H8. H8. Roi H8, alors est-ce qu'on peut pas faire un coup comme dame 4 par exemple pour forcer? On a plusieurs types d'attaques. On a dame 4 pour essayer, ou dame D3 pour essayer de forcer la prise. Donc dame 4 ici avec la menace évidemment mat. On aurait aussi la possibilité, est-ce qu'on a la possibilité de jouer un coup comme... Alors on va voir dame 4, ça qui a l'air fort effectivement. Dame 4, menace mat, ici, tout simplement. Donc ça force la prise. Ça force la prise, parce qu'on va pas jouer G6, qui serait un suicide. Puisque sans doute sur G6, on peut prendre en D7, jouer fou H6 échec. Et sur cavalier prend cavalier. Et là, il faudrait faire cavalier prend F6. Alors là, j'étais en train de me demander tour prend. J'ai envie de jouer tour F6, comme ça au feeling. Tour prend F6. Ouais. Voilà, ce qui a l'air fort, effectivement. Menaçant pour faire tour prend H6, échec. Fou F6, échec. Tour prend, suivi de fou prend, et ensuite dame prend et mat. Voilà. Est-ce que ça a l'air difficile. Ça a l'air difficile. Comment défendre ça? Il faudrait revenir peut-être avec le cavalier. Alors voilà, on a cavalier E7. Alors c'est une position où c'est difficile de savoir aussi rapidement le de toute façon, les noirs, pour l'instant, les blancs n'ont rien sacrifié. Pas énormément. Il y a égalité là. Il n'y a que toujours les pions. Les pions un petit peu de retard. Mais on peut dire que la partie continue. Alors, c'est une possibilité. Sinon, l'autre possibilité, c'est reprendre directement avec la dame au lieu de dame 4. On pourrait aussi envisager des coups comme essayer d'amener la tour en jeu. Alors, est-ce qu'elle a F4 Bon, il y a beaucoup de choses. Là, il y a beaucoup de choses, mais c'était peut-être ce qu'il fallait jouer. En tout cas... de toute façon, oui. En plus, c'est une partie rapide. C'est une partie rapide, oui. On peut se demander quelque chose quand même. C'est difficile à défendre. Où s'arrête son analyse? Parce que où s'arrête le savoir à la maison de Karyakin finalement ici? On ne sait pas trop. Et sans le savoir, là, comme ça, j'aurais l'impression qu'il vaut mieux jouer roi H8. Alors on va voir ce qu'il a joué. Ça a été rapide. Hein. Ça a été rapide, oui, tout à fait. Alors on va voir ça. Sur roi... il n'a pas joué roi H8. Non, il a joué cavalier prend. Oui, c'est terrible ça. Il aurait fallu voir. Cavalier prend. Il a joué cavalier prend. Et là, fou prend, tout simplement. Voilà. Alors fou prend. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors évidemment, imaginons si les noirs prennent, évidemment. Alors le problème tout de suite, c'est que le roi, on voit bien que le roi est complètement... C'est toujours la même chose, on joue pion prend. Hein. Voilà, tout simplement. Ici, tout simplement, pion prend F6, menace. C'est simple, on menace dame prend H6 et on menace aussi dame G3, échec, suivi de mat. Donc très difficile à défendre, voire même impossible. Que faire? Même il n'y a pas d'échec direct, mais ce pion est énorme. Il contrôle une case G7 indéfendable pour les noirs. Voilà. Et c'est mat rapide. Donc tout simplement. Donc il a joué, notre ami Karyakin, cavalier prend D4, mais peut-être déjà il sait qu'il a perdu. Oui, là c'est foutu complètement, bien sûr. Donc en fait, alors, évidemment, on est vraiment dans une préparation, quoi. C'est la préparation qui fait la différence. Là, oui, mais en même temps, ça paraît très spectaculaire, on donne beaucoup de pions, mais l'attaque avec cavalier F6 échec, avec toutes les pièces, elle est complètement classique. Elle est classique. Rien de... On m'en avait parlé comme la partie du siècle, mais je viens de la voir, c'est une combinaison... classique, oui. Enfin, voilà. C'est vrai qu'on voit bien que toutes les pièces blanches sont du côté roi, et que le roi est un peu esselé en défense et que c'est le genre de sacrifice qu'on a envie de faire. Voilà, là on tombe vraiment dans la problématique. Quand vous allez prendre des pions et que vous êtes en retard de développement, et bien votre adversaire peut très bien sacrifier beaucoup de matériel et vous matez. Et vous restez effectivement avec une tour et un fou de plus, mais vous mourrez le ventre plein. Le fameux ventre plein. Voilà. Mieux vaut mourir le ventre plein, comme on dit souvent, c'est une maxime aux échecs. Quitte à perdre, autant prendre toutes les pièces. Maintenant, mais là, alors il va quand même tenter une défense. Tour prendre des 4, fou prendre des 4. Voilà. Là, dame on est obligé de toute façon, puisque la dame ici est clouée sur le roi. Il fallait absolument prendre le fou et on ne pouvait pas non plus encore une fois prendre du pion à cause de toute façon dame prend dame. Donc dame prend est obligatoire et toujours là la menace tout de suite c'est sans doute dame G4. Voilà. Avec faiblesse énorme sur G7. Pour forcer G6, et on peut simplement jouer fou D3. Pour forcer G6, et puis après on peut attaquer H6, on peut jouer fou D3, on peut éventuellement amener la tour à l'attaque, etc. Bien sûr. Donc ici, Karyakin est un peu perdu, quoi, finalement. En fait, il a plus de... Je voulais juste revenir un tout petit peu en arrière.
Ouais, non, c'est bon. Donc, alors, faut prendre D4, dame prend D4. G prend F6. Voilà, donc il a choisi de prendre. Ouais, de mourir le ventre plein. Voilà, donc maintenant, bien sûr, pion prend. Donc, pion prend. On menace Donc, dame on l'a. G4, Voilà. mat, On dame menace G4. dame G4, échec, suivi de mat en G7. Voilà. Voilà, donc c'est très simple. La menace est très simple. Sur un coup comme roi H8, on jouerait tout simplement dame F4 et c'est tout bête, quoi. Hein. Alors, par exemple, dame Ou 3 dame ou dame 3 F4. ou dame F4, un des Dame- deux, et voilà. Dame F4. Et le roi dame ne- 3, peut-être pour garder la tour libre. Oh, peut-être. c'est pareil. Dame F4. Voilà, c'est la même chose. Ah non, parce qu'il a dame C5 échec, donc il faut empêcher dame C5 Il aurait échec. dame C5, échec. Donc c'est pas Et après, pareil. la dame reviendra en défense. Il faut Donc être il faut un faire attention. tout faut être- petit peu précis. Il faut encore. être un tout petit Dame peu précis. 3, Dame voilà. 3 empêche l'échec et la menace, tout simplement. Même Dame très 3. précis. on va Il faut dire. être très précis, Voilà. oui, tout à fait. Donc là, ça oblige de Là, il n'y a jouer, plus de défense. par exemple, roi H7. Et maintenant, fou D3. Et maintenant, le fou qui vient jouer son petit rôle, échec, Voilà. et là c'est terminé. Puisque si le roi est en G8, eh bien il y a dame G3, échec au roi, suivi de dame G7 mat. Et sur H8, dame prend H6, suivi du mat aussi. Donc il faut être précis, Donc G prend F6, pion prend F6 tout simplement. Comme quoi, des fois, les coups les plus forts sont les plus coups calmes. Hein. Il faut voir que les menaces sont parfois, souvent, plus fortes que l'exécution. Voilà, c'est ça. Qui est une maxime bien connue Ouais. de Aaron Nizovic, notre maître à tous. Donc ici, C'est Karyakin, Tartakover. C'est souvent. Tartakover. Oui, c'est un aphorisme, je crois, de Tartakover. c'est pas Nizovic qui aurait dit ça? Disons que disons que c'est une attaque brutale. Hein. C'est bon. Alors Et il là, joue c'est dame la- à 5 Dame à 5. pour pouvoir. Tu connais l'anecdote d'ailleurs par rapport à ça? de De la menace est plus forte que l'exécution. Tu sais, le fameux cigare là. Oui, il y a mais- Hein, le joueur. Tu te rappelles? Non, Ça me dit quelque on va chose, quand même ouais. la raconter. Ouais, vas-y. Je sais pas si c'est peut-être Tartakover ou Nizovic, je sais plus qui est l'auteur, mais l'idée c'est qu'il est en train de jouer une partie et son adversaire pose une cigarette ou un cigare à côté de son échiquier en fait, hein, comme s'il allait le fumer finalement. Et bon, mais il est pas content en fait, il se lève et il va voir l'arbitre, il lui dit écoutez, c'est scandaleux, c'est interdit de fumer, mon adversaire fume, moi je n'accepte pas de jouer dans ces conditions. Alors l'arbitre va voir la table et dit mais il ne fume pas. Et je dis oui, vous savez, aux échecs, la menace est plus forte que l'exécution. Très bien. Voilà, elle est assez connue. Elle est citée par, je crois, par Nicolas Giffard dans son Oui. fameux livre, La fabuleuse histoire des champions D'ailleurs, champions d'échecs. dans les années 80, on fumait pendant les parties. On fumait pendant les parties, oui. Ouais. Ouais, tout à fait. Alors que maintenant, on est contraint de sortir Ah, de mais la c'est salle interdit. et c'est interdit, C'est interdit. complètement. C'est Bon, c'est pas interdit. plus mal. C'est interdit. Alors, H4, le coup. Le Alors ça, coup clé, le coup clé. Alors, intéressant, l'idée, hein, c'est tout simplement de contrôler G5. voilà. C'est pour empêcher la dame, ici, de venir sur un G5 pour... Après, elle serait un bon défenseur et après, on pourrait ramener les autres pièces. Voilà. Donc il faut absolument empêcher la dame de revenir. Et là, on menace maintenant dame G4, échec, suivi du mat, hein, sachant Ouais. que la dame noire ne peut pas venir en défense. Et sur roi H8, toujours la même chose. On jouerait tout simplement dame F4 ou dame 3. Et voilà. Dame F4, tout à fait. Alors, roi H7, donc là classique. Alors là, effectivement, on ne voit pas trop l'idée de roi H7 puisqu'on va pouvoir jouer fou D3. Il est contraint de donner la dame Il est contraint de donner la dame, c'est ça. Il veut donner la dame. pour un fou. Donc maintenant, il donne la Il n'a dame. plus le choix en fait. Il peut plus empêcher. Non. Imaginons roi H8. Dans ce F4. cas-là, dame 3. Ou dame 3, toujours. oui, dame 3, c'est plus précis. Dame parce 3 que sinon, pour éviter les échecs. voilà, c'est plus clair. Menace dame prend H6. Comment défendre? On ne peut pas. Roi Donc, H7 et on roi revient H7, à la position. Et on revient à fou D3 échec. Et on va revenir à la même chose. Donc ici, roi H7, tout simplement, tout de suite. On approche de la fin là. Hein. Fou D3 échec. Voilà. Et là, il n'y a plus le choix. Puisque si on va à H8, eh bien, on va se retrouver avec dame 3 et la menace est imparable. Donc il faut tout simplement jouer dame F5. Voilà, dame F5, il faut donner la dame. Voilà, donc il continue la partie quand même, Karyakin. On est en partie rapide, il reste peut-être peu de Et temps. disons il faut quand même se rendre compte que les blancs ont quand même donné énormément de matériel, donc il a encore tour et fou pour la dame. Il y a encore tour et fou pour la... Mais elle avait des pièces mortes. Hein. Voilà, donc matériellement, à la limite, avec les pions, c'est jouable, mais le problème, c'est comme il y a le pion blanc F6, l'attaque continue. Ouais, ce pion est voilà, énorme. l'attaque Et continue. la dame avec ce pion, c'est terrible. Et on voit qu'il joue précis jusqu'au bout, d'ailleurs. Il joue tour E1. Voilà, bien joué. Alors, avec l'idée sans doute, sur fou prend, on va peut-être mettre la tour ici sur la 7e. On va rentrer la tour, exactement. Voilà, toujours classique. Alors, tour G8. Donc, il active aussi sa tour, Karyakin. Il fait ce qu'il peut, là, maintenant. Roi H2, il n'est pas pressé de prendre la dame. De toute façon, elle est perdue, elle est clouée, elle ne bougera pas. Hein.
Il n'a pas de coup utile. A5, donc là, il va essayer de créer une petite diversion avec son pion, on ne sait jamais, hein, s'il arrive jusqu'au bout. Si ça immobilise une pièce, il peut avoir des contre-chances. Mais là, joli coup d'ailleurs pour prendre du matériel. G4. Ouais, très joli petit coup. Très joli petit coup, classique aussi. Comme ça, oui, c'était l'idée de roi H2 d'ailleurs. On veut prendre avec le pion. Ah oui, roi H2, parce que le roi était cloué sur la tour. Alors c'est intéressant parce que je pense que c'est une leçon pour les jeunes joueurs et même confirmés. Exactement. C'est-à-dire que dans cette position qui est gagnante, il faut quand même cherche les coups les plus précis oui, et ceux qui tuent le plus vite. Il faut tuer rapidement. Et souvent, psychologiquement, quand on est gagnant, on a un peu tendance à relâcher. Il ne faut pas. Et on voit là, jusqu'au bout, il joue précis. C'est ça la différence entre les super joueurs aussi et les autres. Oui, parce qu'on dit souvent que les parties les plus dures à gagner sont les parties gagnantes. Aussi. Hein, parce qu'on se relâche. Alors là, intéressant quand même, à noter que le coup tour prend G4 serait réfuté tout simplement par un mat rapide avec dame prend. En fait, on prendrait toujours pas la dame qui est clouée. Et là, on menace match en G7, c'est imparable. Voilà. Il n'y a rien à faire. Très joli. Voilà. Donc dame, donc G4, dame prend D3. Obligatoire. Dame prend avec échec. Donc en ne prenant pas la dame en F5, il n'a pas laissé le fou C8, pion arriver. Donc ce fou est toujours mort. Le fou est toujours mort. Je me demande s'il a joué depuis le début. Je ne suis pas sûr d'ailleurs. Donc il a préféré effectivement garder le pion qui bloque le fou. Voilà. Et là, roi H8. Donc le roi vient à H8. Et la tour E5, superbe. Tour E5. Superbe. Et la conclusion de la partie est vraiment magnifique. Donc tout simplement, il va amener la tour en H5. Il veut venir en H5 et faire un mat ici. En H6. Voilà, il veut faire tour pour H6 mat, tout simplement. Et il bloque toujours le pion. Donc ça, c'est très élégant. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement il joue fort, mais en plus, il a un jeu très élégant. Très élégant. C'est tour prend G4. Tour prend G4. C'est tour H5 maintenant. Puis attention, puisqu'il peut y avoir des échecs. La dame maintenant va arriver. Tour H5, là maintenant, menace tout simplement tour prend H6. Roi G8. Ensuite, dame prend, dame D8, tout simplement mat. Ou alors aussi encore, dame H7. Peut-être. Non, même pas, ça marche pas parce que la tour peut revenir. Mais bon, voilà, dame D8 mat, ça ira. Et l'objet de défendre. Il faut défendre avec G6, tour G6. Et maintenant, dame échec. Dame échec, seulement maintenant. Là maintenant, si la tour revient, c'est mat avec la tour. Donc le seul coup, c'est roi H7. Et maintenant, tout simplement le coup dame E7, superbe. Voilà, le pion F7 est menacé. Dame prend F7, suivi de dame prend tour. Voilà. Que faire pour la défense? Eh bien, le seul coup qui resterait, il abandonne ici, Karyakin. Parce que si roi G8, dame E8 échec et bon. Sur roi G8, tout simplement, on va le montrer. Eh bien, il y aurait dame E8 échec, le roi revient, et maintenant, dame prend F7 échec, roi H8, et dame prend tour, et c'est fini. Il y a mat partout. On voit que dans ce diagramme, bien, la tour A8 et la fou C8 n'ont toujours pas joué. Spectateur. Voilà. On peut dire, voilà. Partie spectaculaire. Ouais, oui, une partie spectaculaire et avec des pièces spectatrices. Oui. Voilà, donc très très belle partie de Radjabov. Oui, je sais que les jeunes, j'avais quelques élèves qui jouaient le tournoi du Cap d'Agde aussi, qui étaient spectateurs, puisqu'il y avait un Open en même temps que le tournoi exhibition. Oui. Et qui avaient été très impressionnés par cette partie. Voilà. Oui. Alors à noter que Radjabov aussi, non seulement est un jeune joueur et tout, mais il a battu Kasparov. C'est un des rares jeunes. Il a battu Kasparov. Il a battu Kasparov il y a... à Linares. Quand il avait 15 ans seulement, donc c'est ainsi. Tiens, voilà. Ça l'avait énervé d'ailleurs. Ouais. Hein, il est toujours énervé quand il perd. Enfin, il était toujours énervé, mais c'est vrai qu'on s'était rappelé de ça et que... Il travaille beaucoup, il progresse, et Karyakin aussi. Voilà. Donc on avait... Karyakin qui lui... C'est les noms à retenir. Hein. C'est Karyakin qui est ukrainien et Radjabov, lui, il est azéri, je crois aussi. Oui, un peu comme Kasparov. Comme Kasparov, ouais. Les Azerbaïdjanais. Non. Ouais, c'est ça, Azerbaïdjan, oui. Azéri, on dit Azéri. Et donc le dernier, le troisième luron, c'est Carlsen qui est norvégien, qui a perdu... Mais bon, faut pas oublier notre Bacro, hein, notre Maxime, Vachilagrave, qui est quand même aussi très fort. Ah oui, on en a parlé. Et aussi, pourquoi pas Jules Moussard, qui est aussi... Alors là, oui, prometteur. On va attendre. Prometteur. Oui, hein, bien sûr. Et puis tout ça, ce sont des joueurs, en plus, qui s'entraînent sur Internet. Et ça change complètement le jeu, ils apprennent plus vite, ils vont plus vite. Voilà, mais merci Olivier. Et je crois que c'est moi qui vous remercie. Tu seras présent pour une deuxième émission. Voilà, je serai content de revenir pour la deuxième émission. Merci à tous, à bientôt.